Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Seconde partie des deux émissions que nous consacrons à l'art de l'architecture en islam. La semaine dernière, avec nos invités, nous avions évoqué la dimension religieuse de cet art architectural en islam. Ce matin, nous allons évoquer l'art profane issu de cette grande tradition islamique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ouaïda Ayash, bonjour. Vous êtes architecte et membre du cabinet Architecture Studio. À côté de vous, Mounir Bouchnaki, bonjour. Vous êtes archéologue, conseiller spécial à l'UNESCO et vous êtes surtout spécialiste dans le patrimoine. Et puis Mohamed Betalsi, bonjour. Vous êtes urbaniste, doyen de la faculté des sciences humaines à l'université euro-méditerranéenne à Fès et ancien responsable des activités culturelles à l'Institut du monde arabe. Alors, mesdames, messieurs, avant de revenir vers vous, regardez avec nous ce document qui nous a été préparé par Boualam Kiritli. La Médina est le cœur battant de la ville. Son architecture reflète une conception du monde et de la relation à l'autre. Dans mes modèles favoris, parce que je suis aussi urbaniste, dans mes modèles, il y a plus fortement, au-delà des bâtiments sacrés, il y a plus fortement l'organisation de la ville assemblée. Et dans l'architecture, notamment musulmane, il y a des exemples absolument magiques de cette façon de faire la ville. Et je pense que l'inspiration cultuelle et l'émergence de ce rassemblement assez codé aussi, dans le comportement, dans la façon d'être à l'autre et d'être avec les autres, mais c'est une grande leçon d'urbanisme. Au milieu des médinas, qui regorgent d'activités artisanales et artistiques, les architectes musulmans construisent également des lieux de culte ou de retraite spirituelle, avec un style architectural propre à la région et aux influences culturelles de l'époque. Parmi ces réalisations, il y a les caravansérails, construits à travers l'Empire pour accueillir les voyageurs et les pèlerins. Leur nom change selon la région. En Iran, il s'appelle Khan. Au Maghreb, Fundouk. Les madrasas, les écoles coraniques, lieux d'enseignement religieux et aussi profanes, sont des édifices dont l'architecture est belle et raffinée, comme en Ouzbékistan. Un savoir-faire accompli, acquis dans la construction de sites religieux, a permis aux architectes de construire des édifices profanes dans les cités du monde musulman. Les mausolées et la zaouïa, centre de retraite spirituelle et d'apprentissage religieux des confréries soufis, sont des lieux d'inspiration et de création pour les architectes. L'un des joyaux de l'architecture islamique et de l'architecture universelle est le Taj Mahal, construit par le roi moghol Shah Jahan pour son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal. Il est le symbole d'une symbiose parfaite entre l'architecture iranienne, ottomane et indienne. Mounir Bouchnaki, quelle est votre première impression sur ce que nous venons de voir? Eh bien, je suis vraiment touché par le fait que ce documentaire a donné une vision globale de ce que est la cité dans l'ensemble culturel du monde islamique, en insistant sur les grandes caractéristiques que sont la présence d'un mur, c'est-à-dire il y a une muraille autour de la ville. C'est une caractéristique qui existe aussi dans d'autres cultures, aussi bien à l'époque romaine, à l'époque byzantine, dans les fortifications médiévales. Donc la ville est marquée par un espace et cet espace est marqué par le mur. Ensuite, nous avons les portes qui se ferment le soir. Dans la tradition médiévale et jusqu'au XIXe siècle. On le voit par exemple dans la pentapole d'Umzab, à Gardaïa, à Bni Isgen, à Bounoura. Les portes se ferment le soir et donc l'espace urbain est bien délimité. Le deuxième élément, c'est la tradition économique qui fait la vie de ces cités. Les caravansérails, et c'est bien qu'il ait donné différents noms dans ce documentaire sur les caravansérails. Par exemple, au Yémen, le caravansérail, c'est le samsara. Ensuite, il y a la tradition
culturelle. Il y a dans toutes ces villes des madrasas, des zaouïas, des espaces de recueillement et d'études. Par exemple, moi je viens d'une ville où à côté de la mosquée dite de Sidi Boumedienne, il y a la madrasa où a enseigné Ibn Khaldoun. Et donc nous voyons là cette relation intime entre le profane et le religieux qui se trouve pratiquement dans toutes les cités islamiques. Alors, Mohamed Alsi, il y a aussi une autre architecture dans le monde musulman, inspirée par la tradition islamique, qui est l'architecture profane. Comment peut-on définir ce qu'on appelle l'architecture profane? L'architecture profane, ce sont des édifices qui ont des fonctions profanes et non religieuses. Dans le document qu'on a vu, c'est un bon document, très bon document. Il parle des murailles, il parle des rues, il parle des fondouks, des madrasas, des zaouïas, etc. Mais il y a une caractéristique principale de la cité. C'est 90% de maisons. Riad, petites maisons, palais, et ainsi de suite. Parce que la cité qui est entourée, c'est une cité compacte, une cité organique. Dès qu'on arrive, on croit que c'est une cité fermée. Bien sûr, c'est une cité fermée au niveau de l'apparence, mais quand on entre, on veut comprendre, on interprète les formes et le réseau urbain, c'est une cité aussi ouverte à l'extérieur. Comme j'ai dit, elle est organique, mais elle est formée selon des catégories binaires, l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on montre, ce qu'on cache, et ainsi de suite. C'est une cité confidentielle où on ne voit pas la richesse rapidement, comme dans d'autres cultures. La richesse est toujours cachée. Tout ça, c'est un rapport avec la société, comment elle est organisée. La société qui est formée selon un noyau central et principal, c'est la famille qui est sacrale, la famille sacralisée. Donc c'est très important. La famille autour, les voisins, le jiran. Donc on dit dans le proverbe maghrébin, c'est-à-dire choisis ton voisin avant ta maison. On ne peut pas être voisin avec n'importe qui. Pour vous, Rouaïd Ayache, vous êtes architecte, l'architecture religieuse a-t-elle influencé l'architecture profane? Et si oui, comment vous la présentez et quel exemple donnez-vous? Très fortement. Alors j'en donnerai deux. Le premier est simple parce qu'on l'a tous expérimenté quand on a vécu ou visité une ville musulmane, l'appel à la prière. C'est une ville où le son est un facteur numéro 1. Vous prenez par exemple Paris, les perspectives sur les monuments, on peut dire, sont constitutifs de Paris. Dans la ville orientale musulmane, c'est le son. Et le son, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la proximité. Il veut dire la communauté. Et aujourd'hui, je